Bienvenue à tous. Mon nom est Maglong Pembi. Je suis médecin, psychiatre, auteur, professeur des universités. J'enseigne la psychiatrie, la psychologie médicale et l'histoire de la médecine à l'université de Kinshasa et à l'université Congo à Kisantu. Cette vidéo a pour prétexte le propos tenu par le pasteur Marcelo Tounassi, propos dans lesquels il parle du viol et des femmes. Au vu de la gravité du sujet et au vu de propos tenus, je voulais réagir par l'entremise de cette vidéo afin de permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs, en tout cas aux web téléspectateurs, de prendre position et d'avoir un éclairage psychopathologique sur ces phénomènes qu'on appelle le viol. Encore une fois, je vous remercie de prendre le temps de m'écouter. Je voudrais vous demander, dans la mesure du possible, de liker, de partager et même de vous abonner à nos pages. Avant donc de commencer, je vous invite à réécouter le propos de Marcelo Tounassi et on se retrouve tout de suite après. Tu gardes bien ta poitrine et tout, tu te couvres bien. Parce que des fois, les filles se plaignent, ah, il m'a violé, mais c'est toi qui l'as invité à te violer. Oh, je lui ai pas dit, mais ton corps lui a dit, tes habits lui ont dit ça. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, Marcelo Tounassi laisse accroire l'idée que les femmes qui sont victimes de viol sont quelque part responsables de ce qui leur arrive, en s'habillant mal, en se comportant de l'une ou l'autre manière. Cette position est relativement répandue dans la société. Dans les propos qui viennent, nous allons montrer que celle-ci ne correspond pas à l'état de connaissance sur la question, du moins sur le plan psychiatrique, en plus de participer à une stigmatisation des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Pour une bonne intelligence de nos propos, nous allons d'abord commencer par définir certains concepts qui reviendront tout le long de la discussion. Le premier terme à définir est le trouble paraphilique. On appelle trouble paraphilique tout désir sexuel atypique impliquant d'autres personnes dont l'âge ou le statut rendent le consentement impossible à obtenir ou l'acte contraire à leur volonté. Ici, on peut citer un enfant, un animal ou un individu non consentant. Le sadisme désigne la perversion de l'instinct sexuel qui fait dépendre la volupté de la souffrance physique ou morale de l'autre. Les sadiques ne sont satisfaits que dans le non-consentement de l'autre et dans la toute-puissance qu'ils exercent sur leurs victimes. On appelle agression sexuelle tout acte d'attouchement de nature sexuelle sans pénétration commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le terme viol désigne tout rapport sexuel imposé à quelqu'un par la violence et obtenu par la contrainte qui constitue pénalement un crime. On parle de viol lorsqu'il y a une pénétration sexuelle forcée sans le consentement du sujet. Le terme viol est une qualification pénale. Il ne figure pas en tant que tel dans les classifications cliniques psychiatriques. Cependant, les cas de viol peuvent être retrouvés dans plusieurs situations cliniques bien identifiées, comme dans le sadomasochisme. Nous y revenons par la suite dans les minutes qui viennent. Les viols sont présents dans toutes les sociétés et dans toutes les classes sociales à travers le monde. La violence à l'encontre des femmes, en particulier la violence au sein du couple et la violence sexuelle, constitue pour l'Organisation mondiale de la santé un problème majeur et persistant de santé publique et une violation des droits fondamentaux des femmes. La violence à l'encontre des femmes est ancrée dans la société
et perpétue les inégalités entre les genres. Dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences physiques et ou sexuelles au cours de sa vie. La plupart du temps, ces violences sont infligées par un partenaire intime. Les actes de viol peuvent survenir dans plusieurs circonstances et peuvent impliquer les individus de différentes catégories et couches sociales. On rapporte des cas de viol dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans les cercles d'amis, dans des contextes d'insécurité urbaine avec délitement de l'autorité publique ou de l'État, dans les situations de conflit, etc., etc. Parmi les spécificités de la guerre d'agression du Congo-Kinshasa figure le fait que les viols collectifs des femmes, voire des hommes, est utilisé comme une arme de guerre, comme un instrument de terreur assumé par les différents groupes armés. Même si le viol ne constitue pas en soi une catégorie clinique, il a un impact certain sur la psychopathologie des victimes. Les femmes portent la charge écrasante des traumatismes et des maladies résultant de la violence et de la coercition sexuelle. Elles constituent la grande majorité des victimes. Elles sont souvent sans défense face aux répercussions de cette violence. Les conséquences psychiatriques les plus souvent observées chez les victimes de viols sont, sans être exhaustifs, les états de stress post-traumatique, les troubles de l'humeur, les abus de substances psychoactives, les troubles alimentaires, les troubles sexuels, les victimes peuvent développer une aversion sexuelle, des sentiments de culpabilité persistants, la perte de désir sexuel, etc., etc. Ce qui précède montre que, pour la victime, le viol est loin d'être un acte anodin. Il entraîne des conséquences dont certaines persisteront tout le long de la vie. Celles-ci vont affecter plusieurs sphères. L'agression sexuelle est une intrusion violente dans la sphère de l'intimité de la victime. Au moment de la commission de l'acte, la victime peut réagir en mode de survie. Instinctivement, le sujet évitera toute attitude ou toute action qui pourrait soit pousser l'agresseur à poursuivre son acte ou au pire à attenter à sa vie. Voilà pourquoi il est totalement déplacé et inopportun de juger la réaction de la victime par rapport à l'acte. Encore moins de subodorer une quelconque forme de consentement en se basant sur la réaction de la victime considérée comme incompatible avec un refus. Du côté de l'agresseur, le passage à l'acte de l'agresseur sexuel dans des situations de viol peut se comprendre et s'observer dans un cadre psychopathologique. Les viols peuvent survenir dans les situations suivantes: chez des sujets sadiques qui vont trouver l'excitation et le plaisir sexuel dans le non-consentement de l'autre, nous l'avions dit plus haut, chez des personnes présentant des troubles de personnalité du type psychopathie, sociopathie. Ces personnes ont la particularité de n'avoir aucune empathie. Chez des personnes présentant des troubles démentiels, dans des circonstances où on note une levée des inhibitions qui permettent des passages à l'acte. Chez des personnes avec des troubles de consommation, la consommation de substances psychoactives telles que l'alcool ou d'autres drogues vont participer à une levée des inhibitions et à une facilitation du passage à l'acte dans un contexte de consommation ou dans un contexte post-consommation. Néanmoins, tous les agresseurs sexuels ne sont pas des personnes avec de troubles de santé mentale. Ils ont des profils différents. Selon Dominique Provost, malgré cette diversité de profils, le déni est un facteur communément retrouvé.
la phrase « c'était moi, mais c'était pas de ma faute » ou bien « c'est la personne elle-même qui l'a cherché et qui m'a provoqué », ces phrases types sont des justifications souvent entendues comme moyen de défense chez les abuseurs et les agresseurs sexuels. Dès lors, on peut se demander qu'est-ce qui peut expliquer le passage à l'acte, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un individu normalement constitué se mette à agresser des personnes du sexe opposé, du même sexe, voire des enfants. Il existe un concept en psychologie qui pourrait aider à comprendre ce type de passage à l'acte chez des personnes qui ne présentent pas de troubles psychiatriques, et le phénomène est aussi observé chez certains patients, notamment chez les schizophrènes. Ça s'appelle le biais attributionnel. De quoi s'agit-il? Le biais attributionnel représente une erreur de jugement faite par un individu lorsqu'il attribue la responsabilité d'une situation ou d'un comportement de façon erronée. L'attribution causale passe par 6 étapes. 1. Encodage et stockage des informations reçues dans la mémoire à court terme. 2. Interprétation et attribution d'un sens à l'information mémorisée. 3. Attribution d'un but à l'interaction. 4. Génération d'un lot de réponses. 5. Évaluation d'une réponse potentielle de l'interlocuteur et choix de réponse optimale. Et 6. Mise en action de la réponse jugée optimale. Comme on peut le deviner, à chacune de ces 6 étapes, le risque d'erreur est présent et peut conduire à une réponse inappropriée par rapport à la situation en présence. Dans le cas qui nous intéresse, on ne peut attribuer à la victime la responsabilité d'un biais d'attribution préalable ayant conduit à une mauvaise interprétation des informations avec comme conséquence un comportement inapproprié, le viol dans le cas d'espèce. Cette notion devrait être vulgarisée dans la société en général et en particulier auprès des personnes en charge des victimes de violences sexuelles. Prévenir viols et autres violences sexuelles. La sensibilisation et l'éducation de la société, des jeunes et des adultes sur les questions du genre, le respect de l'autre et le respect de soi-même devrait être une priorité. Les agressions sexuelles ne doivent pas être banalisées ni perçues comme une fatalité pour la femme, peu importe son âge. Il est primordial de rappeler que les victimes de violences sexuelles ne sont pas coupables de leur agression, mais bien des victimes parce qu'elles sont en situation de vulnérabilité. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la lutte contre les violences sexuelles passe par les axes suivants. 1. Offrir une réponse complète aux besoins des victimes, soins somatiques, services médico-légaux, soutien psychologique, soutien juridique. 2. Enrichir la base des connaissances et sensibiliser à la violence sexuelle. 3. Promouvoir les réformes juridiques et judiciaires idoines afin de défendre au mieux les droits des victimes de violences sexuelles. Avant de conclure, je me permets de rappeler une chose. Dans les traditions africaines en général, le respect de la femme est une valeur. En 1946, Monseigneur Cuvelier, ancien vicaire apostolique de Matadi, publiait un ouvrage intitulé « L'ancien royaume de Congo ».
chez Desclés de Brouwer à Bruges et à Paris. Dans ce livre, on peut lire page 188. Je cite: « Une loi que l'oncle proclame avec insistance est celle qui exige le respect pour les femmes. Respectez les femmes, surtout celles des chefs. Toute femme que vous n'avez pas épousée est comme votre mère, comme Dieu Tout-Puissant. » Et l'oncle rappelle les peines prévues dans le pays. En certaines régions, ces peines étaient si rigoureuses qu'il arrivait rarement qu'une jeune fille perdit son honneur ou qu'une femme devint infidèle à son mari. C'était une loi universelle que la peine infligée pour des rapports coupables était l'esclavage ou le paiement d'un ou de plusieurs esclaves par le séducteur ou par sa famille. En quelques contrées, le tribunal pour les cas de récidive condamnait à l'esclavage non seulement le coupable, mais aussi ses parents. Il arrivait que pour l'adultère, un village imposa à une autre famille une sorte de tribut. Toute la famille du délinquant était rendue responsable et payait une amende annuelle, parfois sans détermination préalable du taux et de la durée de l'amende. Pour échapper à de pareilles éventualités, les parents d'un homme récidif ou reconnu vicieux cherchaient à se débarrasser de lui. À son insu, les aînés de la famille se réunissaient. Que ferons-nous de lui? On proposait de le tuer, mais d'ordinaire, on aimait mieux de le vendre. On organisait une expédition vers quelque centre commercial. Le mauvais sujet en faisait partie. À l'arrivée, il était vendu. Assez souvent, la victime de violences sexuelles subit une double peine. L'agression primordiale et le regard de la société qui valorise la virilité sans intégrer la notion de consentement dans les rapports entre hommes et femmes. Les victimes de violences sexuelles doivent bénéficier d'une prise en charge adaptée et efficace. Les auteurs des actes de violence doivent répondre de leurs actes auprès des cours et tribunaux et être pris en charge s'ils présentent de troubles psychiatriques avérés. L'éducation sur la sexualité et la notion de consentement devrait être une priorité de l'éducation nationale dans un pays qui est aujourd'hui considéré par certains comme, je cite, la capitale mondiale du viol. Le pasteur Marcelo Tounassi a eu tort de tenir le propos qu'il a tenu. Son discours relève d'un manque de compréhension du sujet, voire pire, et sans lui prêter des intentions, d'une absence totale d'empathie envers les victimes. Et c'est cela qui est inquiétant, parce que cette absence totale d'empathie envers les victimes est un contexte qui favorise le passage à l'acte et qui donne l'impression aux agresseurs que ce qu'ils font est normal dans la mesure où c'est accepté par la société. La question des violences sexuelles est une question cruciale et il est important que tous les acteurs de la société et surtout que ceux qui ont une certaine influence sur une bonne frange de la société aient un discours équilibré, informé et surtout empathique par rapport à ces questions. Je suis prêt à en discuter et je serai heureux, le cas échéant, peut-être même de discuter avec le pasteur Tounassi
pour qu'on puisse ensemble trouver le moyen d'éduquer les masses, d'éduquer les populations et diminuer le plus possible les cas de violence sexuelle. Le pasteur Tounassi dirige une église, c'est une voix qui est entendue, il a le devoir de ne pas dire n'importe quoi. Grand merci pour votre attention et à la fois prochaine.